This past spring was the first that I felt tired and realized I was growing old. Maybe it was the rotten weather we'd had in L.A. Maybe it was the rotten cases I'd had, mostly chasing a few missing husbands and then chasing their wives once I found them, in order to get paid. Or maybe it was just the plain fact that I am tired and growing old. The only real pleasure I'd had at all was following Joe DiMaggio, belting the apple with an incredible clip for the New York Yankees. Well, it's the middle of July now, and things are worse than they were in the spring. In the spring, I wasn't holed up in a dingy hotel ducking the police. Now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 15, épisode 25. Cette semaine, émission voyou, enquête et règlement de compte. Ça fait 3 jours qu'on suit Juanito Bonito. On peut pas dire qu'il soit tombé de la dernière pluie. Le cinéphile public numéro 1, c'est lui. Si on l'arrête, on va voir ce qu'on va voir. Bonjour la gloire et bonjour les dollars. Car on est détective et détective privé, toujours sur le qui-vive, jamais fatigué. On nous appelle et on arrive. C'est ça notre métier. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. Et donc au programme ce soir, vous l'aurez peut-être compris, nous parlerons donc de règlement de compte et de détective privé à l'occasion de la sortie il y a 2 semaines du dernier film de Neil Jordan, Marlowe avec Liam Neeson, donc variation sur les écrits de Raymond Chandler. Mais avant, nous parlerons de 2 ressorties en DVD Blu-ray chez Sidonis Calista, de 2 films avec Charles Bronson. Tout d'abord donc Machine Gun Kelly aka Mitraillette Kelly chez nous de Roger Corman, film de 1958. Et La Cité de la Violence de Sergio Solima en 1970. Et enfin, dans un tout autre genre, pour finir, je parlerai du nouveau film de Michael Youn, BDE, sorti sur Amazon Prime vendredi dernier. Voilà, pour changer un peu d'air. Le grand écart. Hein. Exactement. Et donc à ma gauche, toujours à ma gauche, il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Et c'est tout, car donc Erwan est tout excusé, car pour des questions de salariat, il est en ce moment à Carhaix en train de présenter l'excellent Les Rascals de Jimmy Laporal Trésor, dont nous avions parlé il y a quelques semaines. Il devait être remplacé par le grand Simon, dit Simon Demaître, dit Simon le jeune, et qui a donc Simon Gosselin de son vrai nom. Et il a prétexté lamentablement d'être malade pour ne pas venir, alors que ce programme était concocté pour lui. Il avait vu tous les films, il est viriliste et il aime le film noir, et il est absent car il a mal à la gorge, il a de la fièvre. Bref, c'est proprement lamentable. Être malade n'a jamais empêché personne de critiquer des films, n'est-ce pas mon cher Thibaut ? Bah oui. Absolument. Et donc à la mise en son de cette émission, il y a évidemment Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Toi aussi, tu es outré par le comportement de Simon. Bah du coup, ça marche pas trop avec le virilisme de non, absent ça, pour un mec de gorge. exactement. Voilà, il est pris à son propre piège. Il croyait faire le malin et finalement, il est gros Jean comme devant. Donc voilà, ce sont les forces en présence. Avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. Un seau de verre, docteur. Il m'a jeté un seau de verre dans pleine figure. Alors, les agendas, mais avant quelques news. Donc, on a appris le décès ce dimanche de François Hadji Lazzaro, donc, qui certes a été comédien dans quelques des excellents films, notamment chez Bertrand Tavernier, chez Caro et Jeunet ou chez Michele Soavi. On avait parlé de La Morte et de la Mort il n'y a pas si longtemps que ça. Exactement, mais surtout grande figure du rock, du punk et de l'alternatif français dès les années 80 avec Pigalle et puis Les Garçons Bouchers, et après une carrière solo. Donc voilà, moi personnellement c'est un chanteur et un musicien que j'aimais énormément, un garçon avec une gouaille absolument incroyable et une gueule qu'on aurait cru sortir des films des années 40. Donc voilà, mort à l'âge de 66 ans, et c'est une figure, jeune, une figure presque une figure et un historien justement de la musique punkoïde française des années 80 et des années 90, puisqu'il a traversé à peu près tout le mouvement en croisant et en jouant avec tout le monde, donc qui s'en va. Oui, puis en plus un petit génie parce qu'il était multi-instrumentiste, il jouait énormément d'instruments
populaire, un petit peu oublié. Et Exactement, il jouait Moi- de tout et sa musique était donc au carrefour à la fois avec de la musique dire, traditionnelle française, que ce soit du folk français, mais aussi la chanson française, donc que ce soit Piaf ou bien Maurice Chevalier. Et justement, c'est avec ce bagage-là qu'il est arrivé dans le punk au début des années 80 en faisant donc Pigalle et Les Garçons Bouchés, Ouais. qui ont sorti des albums absolument fabuleux. Oui, moi j'ai un souvenir de quand j'étais jeune, là, c'était à la sortie du bar tabac de la rue des Martyrs, ouais. ça passait sur M6 plutôt en boucle et ça m'avait hypnotisé. Ouais, La chanson est les- magnifique. Les et- albums de Pigalle de la fin des années 80, effectivement, qui étaient fabuleux. Oui. Donc voilà, et sinon, dans un tout autre genre, au rayon du carnet rose, hein, voilà, j'en profite pour faire passer mes annonces, parce que je suis très heureux d'apprendre le week-end dernier, enfin, en fin de semaine dernière, qu'un de mes plus vieux amis, donc Benoît Cardal, est devenu le père d'une petite fille. Donc voilà, bravo à toi, Benoît, bravo à Chloé. Ah bah oui. Je suis très heureux, je suis une nouvelle fois genre de tonton, donc je suis absolument ravi. Bienvenue à elle. Voilà, bienvenue à toi, ça va être super, tu vas voir, on va bien s'occuper de toi. Donc voilà, sinon au rayon des agendas, ce week-end, c'est déjà le prochain film du dimanche soir proposé par nous-mêmes et nos camarades du Cinéma est mort, donc le 5 mars à 20h15 au Cinéma Arvor, ce sera Rocky de John J. Avildsen, donc qui sera précédé de la conconférence de notre camarade Jules Topoc sur la saga Rocky. Donc voilà, je crois que la conconférence à 18h30. Oui, elle est un petit peu avant. Donc voilà, ça va durer une quarantaine de minutes et c'est évidemment absolument merveilleux et très très drôle. Et le film en Et lui-même lui-même est quand même pas mal. est quand même plutôt pas mal. Voilà, effectivement, il faut revoir les Rocky qui ont malgré tout une genre de fausse image sur ce côté un peu vulgose, clinquant et beauf, alors qu'en fait c'est absolument tout Ah oui, l'inverse. il faut tout revoir. Hein. Il y a eu quelques détours par une certaine beaufrie, on va dire, mais qui en moins quand même régulé par des élans de mise en scène et un talent d'écriture quand même de Sly. Tu parles de Rocky 4. Par exemple. Oui, mais est-ce que Rocky 4 n'est-il pas un film du dimanche soir, lui aussi? Ah bah oui, Voilà. mais toute la saga Rocky, Toute la saga. c'est une saga du dimanche, on peut Ah oui, dire. c'est clair. On peut se voir les 6 d'affilée sans problème. Voire même Creed 1, Oui, Creed oui, 2 oui, un oui. peu plus Oui, bordélique, mais Ah, le 3 sort mercredi. Et voilà. Donc voilà. voilà, habile, hein. Et c'est bien On est fait quand habile, même, hein. on Oh pense, là là on là est là. fort en programmation. Sinon, toujours à l'Arvor, mais c'est ce jeudi à 20h15 aussi, je crois, dans le cadre de Monumental, les films très longs et très impressionnants. Donc il y a Le Casino de Martin Scorsese, son film de 1995, voilà, donc qui repasse, absolument fabuleux aussi, mais effectivement très long. Enfin, Maxi chef-d'œuvre, sauf pour 2h45. Melvin. Exactement, sauf pour Melvin. C'est vrai que c'était une de nos premières engueulades, Ouais. effectivement. Oui, je me rappelle, il était tard aussi. Il était tard, il faisait froid. Non, Oh là là, il y a eu du whisky. on a vu, oh là là, oui. On a vu beaucoup trop bu, beaucoup trop fumé. Oui, c'était bien. Donc sinon, demain au Tambour, séance cinéma, profitez-en parce que peut-être qu'il n'y en aura pas pour les semaines à venir, un blocage s'annonce. Mais donc à 18h, il y a Réalité de Quentin Dupieux et à 20h30, Good Morning Babylonia des frères Taviani. Pas vu. Les frères Taviani, dans mon souvenir, c'est quand même un peu chiant. J'ai On pas va vu les deux, se j'ai même pas cacher. vu le Dupieux. Moi non plus. Dupieux, je fais un film sur 4. 5. Ouais, voilà, par là. Donc, sinon, sortie nationale, demain, donc je le disais, il y a Creed 3, réalisé par Michael B. Jordan, qui donc interprète aussi le rôle principal de Adonis Creed. Pourquoi pas, hein. Donc voilà, faut voir, donc, d'autant que là, il s'est pour le coup débarrassé de la figure de Stallone et du personnage de Rocky, et donc là, il va essayer de mener sa barque en solo. Va-t-il réussir à... De toute façon, le mythe de Creed qu'ils essayent de créer quand même depuis le premier est quand même assez brinque-ballant, puisqu'il se rattache pour le coup énormément au mythe de Rocky, qui n'est pas le même, qui est quand même un mythe propre à la figure de Stallone. Donc est-ce que Michael B. Jordan arrivera à s'en départir? On verra. Le garçon a du talent. Le en garçon tout a cas. du talent, Enfin, c'est un bon acteur. c'est un très bon acteur, un physique. Un beefsteak, comme on aime. un du physique de charisme. cinéma. Exactement, Voilà. voilà. Pour ce petit bout de chou qui a quand même démarré dans The Wire, donc voilà, de le voir là, quand il était tout Et jeune. dans Friday Night Lights. Et oui, exactement, comme Eh quoi, oui. une belle école de la vie. Ah oui. Donc voilà, ça sort mercredi, de toute façon c'est la bagarre, donc ça va aller voir. Hein. Sinon dans le genre, pas bagarre, mais dans le sous-genre maintenant de cinéastes qui parlent de cinéma et qui parlent du cinéma de son enfance. Donc Sam Mendes Non. revient, voilà, j'ai à peu près ma réaction, revient avec Empire of Light, donc voilà, que Olivia Colman et Colin Firth, mais évidemment photographié par Roger Deakins. Oui, Tant qu'à faire, mais voilà. bah, Voilà, si Roger il pouvait choisir un peu mieux les gens avec qui il tourne, quand même, ça nous arrangerait, histoire d'aller voir des bons films. ouais, moi je suis revenu de Sam Mendes. Hein. Ouais. Ah bah, 1917, je Ah, crois que c'est- ça m'a vacciné. ça c'était moi, même avant hein, déjà, genre dès le début, je pense American Beauty c'était pas bien.
Ça fait longtemps c'est que je bon, l'ai pas c'est revu. pas bien. Les Sentiers de la Perdition, c'est pas ouf quand même. Il avait fait un film. il Les était- Noces Rebelles. Ah si, Les Noces Rebelles, c'est bien. Avec Kate et Léo. Et Léo, ouais. Si, ça c'est pas mal. Et Michael Shannon. Ah oui. Ah, Michael Shannon. Qu'on va revoir cette année dans le nouveau film de Midnight Express, Midnight Special et Mud et- Oui. Jeff Nichols. Jeff Nichols, voilà, Voilà. qui ressort enfin un film cette année. Ouais. Voilà, qui se passe dans les années 60 On avec, l'avait oublié, avec dis des donc. bikers et Tom Hardy. Donc, là, Donc ça va être super. Hein. ça, c'est banco direct. Mais enfin, voilà, on l'avait oublié son nom. Depuis 2016, Jeff Nichols qui n'avait pas tourné. Alors que grand C'est talent. lamentable. Ouais, Exactement. putain. L'inverse d'un talent, le nouveau film de Jean-Paul Salomé, donc avec Isabelle Huppert, la syndicaliste. Voilà. Je comprends pas que Jean-Paul Salomé continue à faire des films. C'est un gros con. Ses films sont nuls et ils ne marchent pas. Mais il continue à faire des films. Après déjà son précédent qui était déjà avec Isabelle Huppert, La Daronne, dans lequel elle se fait passer pour une arabe pour faire du trafic de drogue. Ok. Donc, là, elle joue une syndicaliste face à Yvan Attal. Ouf. Suspension d'incrédulité, on y croit à mort. Ouais. Sinon, il y a le film de Florian Zeller, le réalisateur de The Father, qui a valu un Oscar à Anthony Hopkins l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc là, il revient avec The Son, le jeu des 7 familles de Florian Zeller, avec donc Hugh Jackman, qui donc après s'être concentré sur un père qui parle à boule, là, nous parle d'un fils. Habile. Sinon, film qui pour le coup va nous intéresser, le nouveau film de Clément Cogitor, donc Goutte d'or avec Karim Leclou, donc qui sort demain. Très hâte de voir ça, parce que petit bonhomme très doué quand même, donc les sortes de Braguigno et ni le ciel ni la terre, donc on a très hâte de vérifier ça. Et sinon, dans la catégorie comédie française mais avec du cœur, Les Petites Victoires avec Michel Blanc qui joue un genre de débile du village qui veut aller à l'école pour apprendre à écrire. Voilà, Ouais. un film beau et sensible sur nos territoires. Ok, ouais. Voilà. Mais donc, vraisemblablement, la semaine prochaine, nous ferons une émission spéciale sur Steven Spielberg et The Fabelmans, évidemment, qui est quand même le film le plus intéressant de ce début d'année. Voilà, on va passer à la section critique de cette émission et on se dirige tout droit vers une cité violente. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Ennio Morricone avec le titre de Città Violenta, donc La Cité de la Violence de Sergio Sollima, film de 1970 qui vient de ressortir en DVD Blu-ray chez Sidonis Calista, donc accompagné de bonus et d'un livret écrit par Olivier Père, responsable de Arte Cinéma. Et donc on va commencer évidemment par donc La Cité de la Violence, comme je le disais, film de 1970 où Bronson commence sa starification de héros d'action, on va dire, après ses films avec par exemple avec Robert Aldrich, mais avant toute sa saga de films avec Michael Winner, donc notamment Un justicier dans la ville ou bien Les Collines de la Terreur. Et donc là Bronson qui a 50 ans, bien tapé et éclatant de santé, et il le montre dès le début du film, qui donc raconte l'histoire d'un tueur professionnel accoquiné avec une petite pouliche qui au début du film donc le trahit alors qu'ils sont en vacances en République dominicaine. Mais Charlot ne meurt pas et donc il décide de se venger de sa gonzesse et de son ancien pote, incarné plutôt cabotiné par Telly Savalas, qui est très heureux d'être là et qui change de costume à toutes les scènes et qui lui donc est basé à la Nouvelle-Orléans, et ça va être la traque justement de son ancienne petite poule et de son ancien pote commanditaire. Et donc sur une trame, enfin, il y a un argument qui peut paraître relativement classique dans le cas du polar épi de film noir. Sollima en fait quand même autre chose, parce que donc, le film a été réécrit par une compatriote de Sollima, donc Lina Wertmüller, grande, immense cinéaste italienne des années 70 et des années 80, une vraie pure gauchiste qui a fait des satires sociales durant toutes les années 70 et le début des années 80, absolument fabuleux. Et donc, comme je disais, le grand Simon n'est pas là avec nous pour en parler, mais il m'a quand même écrit quelques notes qu'il avait sur le film et quelques axes de réflexion justement qu'il avait, que je trouve assez intéressant, d'autant qu'en plus ça entre en résonance et en cohérence avec le film de Corman, Mitraille Kelly, dont nous allons parler juste après, sur le fait que donc dans la Cité de la Violence, le personnage de Bronson est finalement un genre de fantasme du milieu et de la femme fatale, duquel il n'arrive pas réellement à se détacher, malgré le fait qu'elle le trahisse au tout début du film, alors qu'en général c'est une figure récurrente du film noir, donc la femme fatale, mais qui trahit le héros à la fin. Là en fait elle le fait
dès le début. Et Bronson est attiré par ce fantasme finalement du milieu et presque aussi un fantasme du cinéma. Et il va retomber dans le panneau, bien qu'il va essayer de s'en défaire de manière assez régulière dans le film, y compris quand il va revoir donc Telly Savalas. Et donc, je me disais, c'est à la fois, c'est un film qui commence comme un film d'aventure avec les 15 premières minutes, aucun dialogue et une scène de poursuite dans les rues de Saint-Domingue qui est absolument merveilleuse. C'est sec, c'est ultra violent, la violence est ultra bourrine. Et après, le film dérive vers la Nouvelle-Orléans, donc, et tout son imaginaire aussi, qui était convoqué dans un film qui est à peu près de la même époque de Walter Hill, donc dans Le Bagarreur, son film avec donc Bronson et puis James Coburn, qui se passait aussi à la Nouvelle-Orléans. Donc on trouve quand même un petit peu le même genre d'atmosphère. Et que je trouve qui, moi, personnellement, me plaît énormément au cinéma parce que ça donne vraiment un côté assez particulier à la fois la ville et puis l'environnement, ce côté un petit peu poisseux, ce côté gothique, entre deux ou trois cultures, entre les USA, la France et puis tout un maelstrom de culture, on va dire, afro-caribéenne. Oui, c'est ça. Voilà, qui donne quand même ce cachet assez particulier à la ville. Et je trouve que le Sollima, qui est pas que, mais qui, en tout cas à l'époque, était plus perçu comme un cinéaste de western, un des gauchistes du western, avec notamment Le Dernier Face à Face, le merveilleux film avec Thomas Milian et John Maria Volonté. Et là, c'est vrai que même si le côté de la satire sociale est certainement moins présent que dans ces westerns italiens, il y a quand même par l'écriture même du film et par sa mise en scène, un côté vraiment particulier. À la fois dans l'image, il y a un vrai côté poisseux, et en termes de narration, des éléments qui intègrent une trame de roman noir assez classique, qui, je trouve, rehausse justement le niveau et fait l'intérêt du film. Comme à peu près tous les polars qu'il a fait, même par la suite, quand il fait son Revolver avec Oliver Reed quelques années après, c'est quand même toujours une retravail du film noir dans un cadre normalement assez normé. Oui, Sollima, en fait, en tant qu'immense cinéaste italien, reprend un petit peu, comme le disait le grand Simon dans ses notes, mais il reprend une trame typiquement américaine, il l'européanise pour arriver à un côté... alors, tragique ou fataliste, mais ça existait déjà dans le film noir, mais il y a un petit côté vicieux, même un gros côté vicieux, qu'il n'y a pas je trouve, dans le film noir classique. Donc là, on est en 70, le film noir américain classique. Il y a du vice quand même dans le film noir. Mais là, il y en a vraiment beaucoup. Je trouve que c'est la grande particularité de ce film-là. Le film noir classique américain, ça se termine en 58. De l'époque aussi. Oui, mais il fait quelque chose... alors il y a deux éléments qui sont importants. Un, c'est en couleur. Il le filme en couleur. Et deux, il le filme. Alors, on va revenir par la suite aux États-Unis, mais il le filme quand même sur un territoire à vocation paradisiaque, et le générique du début en fait le montre bien, parce que tu vois Charles Bronson et Jill Ireland qui débarquent de l'avion, qui font du bateau, qui font les gros touristes et tout, et le générique... il fait bien le kiki dans le générique. Ouais, mais le générique est mortel, parce qu'en fait Sollima couple cette vision un petit peu paradisiaque, avec des effets de mise en scène. Alors Sollima, c'est très bizarre, parce que tu as l'impression qu'il fait n'importe quoi avec sa caméra, qu'il ne maîtrise rien du tout, mais en fait je pense que tout est maîtrisé. Et en fait, dans ce générique du début, il y a des espèces de... Alors, il travaille beaucoup le zoom, mais tu as l'impression que ce couple-là, il est en vacances, mais en fait, il y a cette mise en scène qui va vous dire « Ouais, mais non, ils sont constamment épiés, ils sont constamment chassés. » Et en fait, ça va amener, bien entendu, cette chasse, cette traque va s'étirer tout le long du récit, mais tu vois qu'à la fin, au final, il va avoir une fatalité, il va avoir ce côté tragique. Donc ça, c'est intéressant, parce qu'il décuple un petit peu ce qui faisait la force l'un des grands arguments du film noir. Et il le décuple au soleil, et il le décuple en vacances, limite quasi en vacances, quoi, au soleil, en couleur. Donc ça, c'est absolument... Je trouve ça hyper sympathique. Alors, parce que aussi, ça participe un peu... à une vision un petit peu du fantasme, justement, dont parle Simon, sur ce côté qu'il est emprisonné dans ce rêve un petit peu de la femme fatale, alors que toutes les scènes, justement, où il sera seul, il y aura presque un côté presque procédural du meurtre, finalement, qui va être beaucoup plus sec, il y aura moins de musique, ça va être beaucoup plus méticuleux dans les gestes de Bronson. Et il y a notamment la scène dans l'hippodrome où il va monter son flingue pour les tirer à bout portant, enfin...
pas bouton justement, mais genre à 200 mètres de distance sur un mec, où là c'est hyper méticuleux, c'est fin, c'est très procédurier dans la manière dont on monte une arme, dont on tient. Et il y a quelques scènes comme ça qui vont ponctuer le film, accommodées avec des scènes justement qui sont soit fantasmatiques, soit presque plus grotesques avec Telly Savalas. En fait, ce qui est intéressant par rapport à cette notion de fantasme, c'est qu'autant les cinéastes italiens ont retravaillé le western et l'ont dénué du coup de tout fantasme parce qu'ils ont littéralement foutu le western dans la boue. Et ici, avec le film noir, du coup, ils fantasment le film noir. Donc en fait, il y a une espèce entre ces deux relectures de genre qui sont quand même typiquement américains. Très codifié. Et très codifié. En fait, il y a des relectures qui sont totalement différentes. Et ça, je trouve ça absolument passionnant dans ce retravail italien d'une cinématographie plus globale américaine. Mais là, alors le film, bien... Le film, moi, je trouve qu'il est un peu bordélique en termes de son scénario. On comprend pas toujours très bien, en fait, un petit peu ce qui se... Il y a beaucoup d'allers-retours, de flashbacks. Justement, ce qui se passe. C'était Vert Müller qui avait retravaillé la structure parce que tout le monde c'était beaucoup trop linéaire pour elle. Elle voulait redonner un peu plus de corps par le biais de flashbacks. Je pense qu'elle a eu raison parce que sinon le film aurait peut-être été finalement trop simple, trop commun. Mais là, par contre, où il n'est pas commun, c'est dans les relations entre les personnages. Et justement dans une certaine vision du monde. Alors, toutes les relations entre les personnages sont viciées, absolument toutes, et on va bien plus loin que dans un film noir absolument classique, parce que là c'est vicié, mais ce vice est ultra violent. Soit il est violent d'un point de vue, alors on s'acoquine, on se trahit, on revient ensemble, donc d'un point de vue, on va dire... sentimental entre les personnages, c'est hyper violent. D'un point de vue sexuel, on va même pas en parler parce que là, le glamour, il est absolument hors de propos. Donc, c'est d'une violence inouïe. Et puis, il y a ce rapport à l'argent. Et je trouve que là, et ce rapport à l'argent et ce rapport à la bourgeoisie. Et je trouve que là, on retrouve bien, en fait, ce que faisait Sollima, parce qu'en fait on avait parlé du dernier face à face il y a quelque temps déjà, et on avait évoqué ce rapport à la bourgeoisie et ce rapport à la violence, et en fait on retrouve un petit peu ces thématiques un truc qu'il a travaillé ici. Dans presque toute sa filmographie, sur les rapports de classe et sur la question de la violence dans l'engagement politique. C'est ça, et le passage à l'acte en fait entre le militantisme et puis le terrorisme. Et en fait, ici, il y a ce rapport de classe, il existe littéralement, parce qu'en fait, c'est tout con, hein, mais William Wellman l'avait fait dans les années 30, mais voilà, hein, il y a cette verticalité de l'immeuble, de cette corporation que Telly Savalas met en place, que Gilles Eland veut récupérer, voilà, par des espèces d'imbroglio, enfin bon, bref, passons, parce qu'on va pas divulgacher le film, mais il y a quand même cette verticalité qui existe là, et en fait Charles Bronson il est comme un couillon à ce niveau-là, et il se rend pas compte qui est dans une espèce de code d'honneur vengeur un petit peu de base. En fait, il se rend pas compte de ça. Il se rend pas compte que le monde, il est régi par l'argent et il est régi par la grande bourgeoisie. Et Sollima ne fait pas de grands discours par rapport à ça. En fait, tout passe par les relations entre les personnages, même très peu finalement par les dialogues. Et c'est ça qui fait une figure qui est importante, qui est cette tour, notamment dans la séquence finale. Et en fait, c'est ça qui est absolument passionnant, parce que tu as l'impression que Sollima, il fait n'importe quoi, et en fait, c'est pas du tout ça. Non, c'est très maîtrisé comme truc. Oui, voilà, c'est absolument maîtrisé, et en fait, voilà. Les artisans du cinéma italien étaient quand même très forts pour ça, parce que les films, tu sais, qui sont tournés vite, qui sont pas forcément très chers, mais il y a une maîtrise de la technique notamment, et justement tu parlais d'un art du zoom que je trouve absolument incroyable chez eux. En fait, tu regardes le film, tu dis putain c'est pas terrible, et en fait le film te reste. Et ça, c'est prodigieux. À ce niveau-là, c'est absolument... Puis en termes de polar, en termes de film d'aventure, c'est quand même assez fabuleux. Hein. Alors, en termes de film d'aventure, on va pas se mentir, la poursuite du début, elle est mortelle. La zik est incroyable. Je parle du générique du début qui est incroyable. La zik, elle est super. Elle est super. T'as une poursuite de 15 minutes qui fonctionne. Incroyable. C'est vrai ? Ouais. Ah, bah, tu vois. Elle fonctionne de manière absolument incroyable. Et après, le film se délite. Et puis, il y a cette séquence finale qui est absolument... incroyable en fait, qui est merveilleuse, où tu sens le poids du tragique et tu vois que Bronson en fait, voilà, il sait qu'il s'est fait couillonner par des gens qui sont des grands bourgeois et qui en plus sont ultra avides, et en plus tu as le début un petit peu des grandes corporations, enfin voilà, il y a quasi un discours
sur le capitalisme qui commence vraiment à grignoter des territoires moraux qui étaient autrefois convoqués par des gens qui sont droits dans leur botte. La cité, c'est pas la violence, le meurtre, c'est la violence du capital. Oui, en fait, c'est exactement ça. C'est la cité de la violence. Au final, le film, il y a des violences entre les personnages, mais plus haut que ça, voilà, il y a la violence du il y a la violence capital. Sociale, la violence du capital. Donc le film est ultra riche, et puis il y a un plan de fin, enfin il y a une séquence de fusillade de fin qui est superbe, et puis il y a ce plan de fin voilà, il faut pas trop dire, mais Bronson assis, c'est tout ce que je vais dire, juste ça. Bronson assis là, et tu dis putain, ce mec là, ça va être le justicier dans la ville juste après, et Charles. Là, ouais, ça va être le grand Charles, et là il est abattu, mais littéralement abattu par le poids du monde, un monde qui ne reconnaît plus, qui ne peut plus convoquer. Et en fait, est-ce que le film se suit de manière très agréable, hein, malgré un peu le bordel scénaristique, mais il se suit de manière hyper agréable. Et au final, tu dis, il est absolument passionnant. Dans la carrière de Bronson, parce que tu vois ce que Bronson va devenir après, et le couple Bronson-Gina Harland. Hein, oui, qui était sa femme à la ville. Oui, voilà, donc ils vont tourner vachement ensemble, et puis on sait ce que ça va devenir leur carrière. Mais je trouve que le film rebondit vachement avec Mitraillette Kelly de Roger Corman, où en fait, le Bronson qu'on connaît et que... pas qu'on fantasme, mais voilà, le cliché Charles Bronson, en fait, au final, c'est un cliché qui n'a pas lieu d'être, parce que sa carrière est suffisamment riche, il a tourné avec suffisamment de bons cinéastes, dont Roger Corman et Sergio Solima, dont on va parler pour se dire que voilà, il y a quelque chose à faire. C'est un peu comme Stallone, on en parlait au début, voilà, Stallone, c'est pas le gros bœuf de Rambo 2 ou de Rambo 3, hein. C'est plus que ça. Et en fait, Bronson, c'est plus que ça. Ouais, puis il a montré plein de fois quand même que c'était un vrai putain d'acteur. Et après, t'as Telly Savalas. Voilà, quelqu'un de super cool. Qu'est-ce qu'il en fait les caisses. J'adore quand il a ses petits foulards et qu'il fait n'importe quoi. Le roi du style. Hein. Ah ouais, mais il est absolument merveilleux. C'est un vrai bon bad guy. Il joue un bel enculé. Il est très content d'être là. Ça fait absolument plaisir à voir. Telly Savalas, c'est toujours un plaisir. Ah ouais. C'est-à-dire d'être un sacré enfoiré. Et donc, très beau film de Solima. La cité de la violence, Cita Violencia, donc de Solima de 1970. Et donc 12 ans avant, 1958, Charles Bronson, qui commence à se faire appeler Bronson après des débuts sous son vrai nom de Charles Buczynski, tournait donc dans Machine Gun Kelly, et qui est chez nous Mitraillette Kelly, donc de Roger Corman, film basé sur la vie du vrai truand George R. Kelly. Rien à voir avec le pédophile bien connu de ces dernières années, hein, R. Kelly, mais donc truand à l'époque de la Grande Dépression, et comme beaucoup de films réalisés et produits par Roger Corman, surtout à l'époque, film à très petit budget, tourné très vite, donc en moins de 10 jours pour $60,000, et où Roger Corman ne montre encore une démonstration que c'était vraiment le roi du B, comment faire avec très peu de moyens des films qui sont très bien écrits et qui sont même impressionnants visuellement, et qui met donc justement un genre de anti-héros vraiment anti, car normalement la figure du truand, c'est plutôt les James Cagney ou les Edward G. Robinson, donc plutôt des hommes assez sur d'eux, des vrais truands, des vrais voyous qui sont violents, alors que là dedans Bronson justement joue plutôt un rôle de truand qui est un couard, qui a peur, et en fait ça en fait un anti-héros justement, car il aimerait bien être un homme, un vrai, comme dans les films, et finalement c'est juste un couard qui a peur de se battre finalement, qui a presque peur, et qui par sa couardise et puis sa lâcheté met tous ceux qu'il aime finalement en danger, et pas seulement par ses activités criminelles. Ouais, le film est de 58, clairement, c'est le haut de la filmo de Roger Corman, hein, on connaît le producteur, on connaît le découvreur de talent, que ce soit des réals ou des acteurs. Un très beau run de film d'horreur adapté de Poe, justement, avec Vincent Price. Mais c'est vrai qu'il a quand même une filmographie assez longue comme metteur en scène. Ça doit être entre son 15e et son 20e film. J'ai la filmo devant, je compte pas. Qui a vraiment fait de à peu près tous les genres possibles et imaginables, du moment que ça pouvait rapporter des grosses brousoufs. Et donc c'est vrai que de toute façon, de faire des films noirs ou des polars dans une ère relativement contemporaine, puisque là ça se passe quand même 25 ans
avant le tournage du film, mais c'est vrai que ça coûte moins cher et en termes de reconstitution, même si c'est ultra cheap, ça passe étonnamment bien parce que Corman a quand même des astuces et des trucs visuels qui fonctionnent excellemment bien, notamment la scène du braquage de début qui est une démonstration pour faire une scène de braquage quand on a strictement zéro thune et pas le droit de tourner dans une vraie banque. Un plan, un Et des idées. hall, genre un hall d'immeuble, 2 personnages en ombre chinoise et c'est tout. et une contre-plongée. Ouais, alors Corman... Prenez des notes, les jeunes qui veulent faire des films. là. Corman commence sa carrière de cinéaste en 55. Corman qui est encore vivant, je le rappelle, qui va avoir 97 ans cette année, pépère. Moi, je regarde un petit peu les films que j'ai vus de lui. En 56, il fait Femme Gangster. C'est pas terrible, c'est même un peu chiant. Mais tourné en Louisiane, il me semble. C'est tourné dans le Bayou. Donc, il est déjà... Ça fait un petit peu la passerelle avec le film avec de Solima, mais il est un peu chiant. L'attaque des crabes géants, 57, c'est plutôt sympathique. 58, il fait un petit run qui est sympa, quoi, parce qu'il fait War of the Satellites, qui est un film de science-fiction, mais qui tend un petit peu sur un petit côté républicain sur la fin, donc c'est absolument passionnant. 58, Mitraillette Kelly. 59, La femme guêpe, donc une variation sur La mouche noire de Kurt Wimmer à l'époque. Voilà, donc du body horror. Et puis en 60, c'est La petite boutique des horreurs, Usher, Last Woman on Earth, voilà, il commence The Intruder, tout ça. Et donc, Réalisateur versatile, plutôt dans un côté démocrate en général, quand les rares fois où il a tenté de faire des films politiques, notamment donc avec The Intruder, on en avait parlé ici. Ouais. Ouais. Et ici, du coup, alors le film est passionnant parce que déjà, musique mortelle, générique super et intro incroyable. Donc déjà, parallèle aussi avec... Et personnage justement intéressant, parce que plus ambigu que d'habitude. Ouais. Et plus, Alors, le film, c'est une variation du film de gangster, hein, comme on a connu depuis les années 30 aux États-Unis. Alors, même si dans les années 30, il y a, les gangsters avaient des fêlures, mais ces fêlures n'étaient pas aussi profondes que celles qu'a Bronson en 58. Est-ce qu'ici, on remet un petit peu le film dans son... Oui, parce que dans les films de Hawks... et puis compagnie, de toute façon, c'était pas trop le genre non plus à faire de... Non, mais le film est intéressant à mettre dans son contexte. En fait, il faut remettre vraiment le film dans son contexte. C'est-à-dire que la décennie des années 50 aux États-Unis, c'est quand même la foire à la saucisse. Il y a un peu de tout et n'importe quoi. Il y a du péplum. Thierry Larigot, qui était le genre le plus produit avec la comédie musicale. Voilà, il y a du péplum, tu as de la comédie musicale, tu as le western qui commence à faire son révisionnisme. Et puis qui va te lâcher autant La Flèche brisée ou La prisonnière du désert. Ou Liberty Valence. Et puis à côté de ça, t'as tout un pan t'as des nouveaux auteurs qui arrivent en fait. Et en fait, ça m'a fait penser à ça. C'est-à-dire que si je devais rapprocher Mitraillette Kelly d'un film, ça serait peut-être Le Gaucher de Arthur Penn. Dans le sens où on va reprendre des figures quasi mythologiques du cinéma américain et on va en fait les plomber, on va peut-être les surpsychologiser. Ah bah Arthur Penn, ouais, qui est quand même... Arthur Penn avec Le Gaucher a fait ça avec Paul Newman, un western... western absolument sur western absolument incroyable, très formaliste et un peu chichiteux, je trouve. Mais Arthur en fait, Penn. je trouve que à ce niveau-là, Corman, alors le mettre au même niveau, ça serait peut-être un petit peu exagéré, mais on peut convoquer Arthur Penn ou Nicolas Ray, par exemple. De toute façon, dans ce côté, il y a un truc psychologique. dans le sens de l'histoire du film de genre américain. Où il y a Kazan, par exemple. Quoi. Il y a Brando, il y a James Dean qui sont là. Donc il y a des nouvelles figures qui arrivent, en fait, qui parasitent un peu tous les genres, tellement ils ont une aura presque surpuissante. Puis le côté psycho, vraiment. Alors tu sais très bien que chez James Dean ou Marlon Brando, par exemple, c'est l'acteur studio. C'est l'acteur studio. Donc on surétudie quasi les personnages. Mais je trouve que le travail autour de Bronson dans ce film-là s'insère vraiment dans ce côté, dans cette filmographie, et ça va amener ensuite à la décennie des années 60 où là ça va vraiment ça va plomber quoi. Et puis la mythologie américaine ne va pas disparaître, mais elle va être vraiment mise à mal. Et ici je trouve que ça fonctionne super parce que voilà, le gangster américain limite côté un petit peu pas sans foi ni loi, mais qui est droit dans ses bottes. Ici, en fait, ça explose littéralement parce que Bronson, à ce niveau-là, et ça retravaille la figure bronsonienne,
il est d'une lâcheté absolue. C'est un jouet, il a peur d'un tatouage ou d'un cercueil, alors qu'il est présenté comme mitraillette Kelly, enfin Machine Gun Kelly, le mec qui est absolument... La survirilité du truand. Qui est limite surpuissant et tout, puis en fait tu lui enlèves sa mitraillette, hein, l'analogie sexuelle, voilà, faut pas être Freud pour comprendre, mais bon, et puis en fait il est plus rien. Donc là, le film est absolument passionnant. Après, chez Corman, voilà, il y a des éclairs de génie, le scène de braquage, même quand ils partent, en fait, où ils balancent un petit peu de ci, de là, le magot, les costumes, tout ça. Donc la scène est super sympa. Mais une gestion du rythme un peu brinque-ballant. Ouais, voilà, et pourtant ça fait 1h25. Ouais. Mais bon, ça reste un petit peu limité à ce niveau-là. On sent des scènes pour meubler, pour atteindre... Mais c'est hyper bien dialogué. La zik est super. Et la figure bronsonienne, quoi. À ce niveau-là, c'est absolument passionnant comment tu peux remettre, en fait, Roger Corman. Enfin, moi, c'est une personnalité du cinéma américain que vraiment je mets pas sur un piédestal, mais il est tout en haut. Et en fait, derrière son côté, je ramasse de la thune dès que je peux. Ouais, il arrive à faire des trucs qui sont assez comme il disait, le cinéma d'exploitation, on n'a jamais réussi à donner une vraie définition, mais c'est à mi-chemin entre exploiter le sujet de son film et exploiter l'argent des spectateurs en leur montrant des trucs racoleurs ou un peu... Quel génie, quoi, quand même. Donc le film est absolument passionnant et très belle scène finale également. Oui, exactement. Ouais. Comme chez Solma. Et pareil, il se fait même pas chier à faire un chant contre chant. Hein, il reste dans la pièce un plan dans l'appart et des dialogues et des bruits au loin et ça suffit. Et ça suffit. La puissance du hors-champ. Ouais, mais ça, voilà, ça reste quand même ultra maîtrisé. Corman, il sait maîtriser. Des fois, il sait maîtriser les choses. Pas tout le temps, mais là, en fait, il le fait. C'est vraiment le haut du panier de sa filmo. Donc, Mitraillette Kelly et L'acide de la violence qui viennent de ressortir en DVD et Blu-ray chez Sidonis Calista. On va rester dans le rayon du polar et du film noir avec une chanson d'élégance. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était les Daltons avec chanson d'élégance, extrait de leur nouvelle EP Hier, Demain, Maintenant. Donc voilà, groupe de Hoy de Caen qui font des chansons super chouettes si vous aimez chanter et gueuler, et apéro Hoy, apéro parking, tout ça, ce genre de belles choses. Les Super 5. Exactement, les Super 5. Bref, un bel esprit comme on aime et d'élégance. Il en est donc question aussi dans le nouveau film de Neil Jordan, Marlowe, avec Liam Neeson, Diane Kruger et Jessica Lange notamment, donc qui est adapté du roman de John Bernville, The Black Eyed Blonde, roman qui reprenait donc le personnage de Philip Marlowe, créé par Raymond Chandler dans les années 30, bien évidemment, qui avait été interprété plusieurs fois au cinéma, notamment par Robert Mitchum, qu'on a entendu en pré-générique, mais dont peut-être la variation, évidemment, la plus connue est par Howard Hawks, donc dans Le Grand Sommeil, incarné par Humphrey Bogart. Ah oui. Et donc là, qui reprend la figure de Marlowe, où ça se passe en 1939, dans lequel Marlowe est engagé par la femme d'un richissime magnat, donc incarné par Diane Kruger, qui veut qu'elle retrouve son amant qui a disparu. Et donc Marlowe, bien que rechignant un peu à plonger dans les affres des gens ultra riches, décide quand même de mener l'enquête. Et évidemment, tout ça va se compliquer car les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent. Donc, dans le roman de Banville, comme justement dans les Raymond de Raymond Chandler, l'intrigue principale n'est pas forcément le nœud dramatique ou le fil rouge le plus tenu ou le plus intéressant du récit, car Raymond Chandler, souvent dans ses romans, avait plutôt toute une galaxie ou des mini-scénettes, justement, de mini-intrigues qu'il tentait plus ou moins de manière harmonieuse de relier justement dans un film narratif pour en faire un roman, ce qui donne par exemple ce côté très décousu au Grand Sommeil, à la fois dans le livre et encore plus dans le film. On comprend pas toujours. Ouais. Parce que c'était d'ailleurs le truc où il disait Hawks ne comprenait pas la fin du film, Bogart ne comprenait pas la fin du film, donc il s'est dit tiens, on va aller voir Raymond Chandler. Il fait je comprends pas non plus. Je ne sais pas du tout ce que j'ai écrit et je ne sais absolument pas où j'allais. Moi, c'est honnête, mais ce qui donne quand même un film absolument merveilleux et un roman aussi merveilleux, même si je suis plus à mettre
que Chandler, hein, mais Peut-être. comme Moi aussi. Raymond Chandler Plus lui-même, sec, hein, qui était Ahmed. plus Ahmed Guy. I'm Ahmed Guy, moi je suis comme ça, moi je suis comme Elroy. Et donc dans ce film-là, donc de Neil Jordan, son dernier film depuis 3 ans, je crois que le dernier c'était avec Isabelle Huppert. Mais donc en tout cas ces dernières années, les films de Neil Jordan qui pouvaient être intéressants, je les ai trouvés assez mollassons et pas très bien tenus. Là c'est un peu le cas, mais je trouve que quand même le film est sauvé par son adaptation par William Monahan, qui était notamment le scénariste de Scorsese sur Les Infiltrés, donc je trouve excellent scénariste de cinéma. Et visuellement le film serait assez sage, même s'il y a quand même plutôt des belles choses, et en termes de mise en scène il tient encore la marée, je trouve, Neil Jordan, d'autant qu'il a on va dire, investi le polar et puis le film noir plusieurs fois au cours de sa carrière, notamment avec L'Homme de la Riviera, un remake d'un film de Jules Dassin au début des années 2000, et avec notamment le merveilleux Mona Lisa en 1986, ce polar donc à Londres absolument dantesque. Je mets bien, moi, Neil Jordan. Il a vraiment une partie de sa carrière là. Ouais, bah, tout le début et tout, enfin même jusqu'au milieu des années 2000, je trouve que c'est vraiment impeccable, comme on dit. Il est compétent. Hein. Et donc là, évidemment, il va retravailler toute la figure de film noir. Et je trouve que, étonnamment, peut-être là où le film bat le plus, alors pourtant c'est un acteur que j'adore, c'est Liam Neeson dans le rôle de Marlowe. Je trouve que c'est pour la première fois que Liam Neeson commence à faire son âge, donc c'est-à-dire qu'il a quand même plus de 70 ans, et pour le coup tu sens effectivement qu'il est un peu fatigué. Le personnage de Marlowe de manière générale est un personnage qui est assez désabusé, qui est assez fatigué, donc il a quand même dire une quarantaine bien tapée, mais là pour le coup Neeson la joue justement un peu trop compassionnelle, ce qui est le cas dans les romans et dans les films de manière générale, parce que le personnage de Philippe Marlowe est un mec qui s'en prend plein la moule, mais qui a un côté un petit peu chevalier blanc, justement, ce qui donne le caractère spécial du personnage, à l'inverse par exemple justement des romans de Hamet. Mais là je trouve qu'il la joue sur une veine justement un peu trop compatissante, et c'est surtout en termes physiques où Liam Neeson commence à être un peu trop fatigué, je trouve, pour faire ce genre de personnage, et ce qui finalement empêche un petit peu l'identification du film, en tout cas l'intérêt qu'on pourrait y porter, parce que comme je disais, en termes d'intrigue ou en termes narratifs, finalement les nœuds de l'intrigue sont connus relativement vite. On n'a qu'à voir qui joue les seconds rôles pour qu'on sache qui est le méchant, en l'occurrence Danny Huston, hein, avec sa tête de méchant, de toute façon il peut jouer qu'un méchant. Et donc ce côté-là, je le trouve assez brinque-ballant, malgré un côté assez sympathique, mais qui nous rappelle un petit peu justement la veine des polars des années 80, où il y a un ventre mou qui dure à peu près tout le film, mais qui est jamais vraiment désagréable, c'est sûr, parce qu'on sent qu'il y a une bonne vibe, que tout le monde est content d'être là, mais un genre de retour à une forme de polar un peu plus classique, mais justement peut-être un peu trop sage pour vraiment convaincre, même s'il y a des choses qui sont effectivement jolies, parce que je trouve notamment que tous les dialogues sont hyper bien écrits, sont hyper drôles, sont enlevés. On sent que quand même la plupart des gens sont hyper contents de jouer dans un vrai film, donc un polar. Hein, parce que les vrais films, on rappelle, sont soit les polars, soit les westerns. Hein, ce sont les deux genres que l'on accepte comme vrais films. Hein. Excusez-nous de remettre un petit peu les choses à plat quand même, mais certains sujets ne supportent pas le tourisme. Et donc voilà, le Marlowe de Neil Jordan, le film quand même assez sympathique, mais relativement anecdotique dans la carrière de Neil Jordan. Ouais. Dans un tout autre genre maintenant, dès à présent. Donc voilà, c'est bien, comme je disais, le polar, le western, tout ça, mais il y a aussi l'humour dans la vie, car On aime bien rire est sorti ce vendredi sur Amazon Prime, le nouveau film comme metteur en scène et comédien principal de Michael Youn, BDE. BDE, donc pour Bureau des étudiants. Donc ça raconte l'histoire de Michael Youn et de sa bande de copains où ils se connaissent depuis l'école de commerce. L'école de commerce qu'ils ont fait à Nantes, ça ne s'invente pas. Donc il y a Lucien Jean-Baptiste, son pote Vincent Dezania et j'ai oublié la zouze. Thibaut va me vérifier ça tout de suite. Voilà. Donc ils sont amis depuis 20 ans et donc 20 ans après, ils ont tous des situations plus ou moins confortables. Ils ont un peu arrêté les conneries, sauf une fois par an, ils se retrouvent pour faire la teuf, car c'est la réunion des Biomanes qui est le nom de leur team. Voilà, parce que référence années 80, Bernard Minet, tout ça, nanana. Et là, ils décident de partir dans le grand chalet du beau-père de Michael Youn, incarné par Gilbert Melki. Elena Noguera, voilà, exactement, merci. Et donc, évidemment, ça ne va pas se passer comme prévu, car à côté de chez eux, il y a une autre troupe de jeunes qui font aussi partie de la même école de commerce à Nantes, mais plus jeunes. Et donc,
conflit de génération, il y aura des quiproquos, il y aura de la drogue, comme tous les films avec des vieux qui prennent de la drogue parce que c'est rigolo de montrer ça. Et donc, évidemment, ça va partir en sucette, ça va être la folie. Et de folie, malheureusement, le film en manque un peu. J'ai trouvé quand même le film relativement sage, alors que, quand même, un des traits de caractère ou une des qualités de la personnalité de Michael Youn depuis ses débuts au Morning Live, ou même avant, au début des années 2000, quand il présentait la météo dans le morning de Skyrock avec Sophie et Picatel, donc il était un petit peu le trublion avant de partir sur M6. Oui, je fais un petit peu d'historique à la fois je ne dis que le très peu Michael Youn. C'est quand même connu, s'est fait connaître par une propension à raconter de la merde, à montrer son cul, voir sa bite et à raconter des débilités totalement débiles avant de partir au cinéma avec le succès que l'on sait avec La Beuse en 2004, voilà, et puis après Les 11 Commandements avant de réaliser ses propres films, notamment donc ce qui est peut-être son meilleur film. Fatal. Donc Fatal, qui est un rip-off absolu de toutes les comédies françaises des 5 années qui avaient précédé donc son Fatal, mais qui néanmoins il arrivait à leur remettre à la sauce béret camembert, on va dire. Et donc là, effectivement, là, pareil, il retravaille les trucs comme les projets X et puis les machins comme ça, donc avec 10 ans de retard, mais dans un côté un peu fatigué, même s'il y a quand même des gars qui fonctionnent, comme dirait un des camarades avec qui j'ai maté le film. Ça me fait mal de le dire, mais c'est quand même pas mal. Donc voilà, il y a quand même des trucs vraiment débiles, et il y a notamment quand même son Joker à Michael Youn qui est Vincent Dezania. Ouais. Vincent Dezania, cette grande saucisse avec cette tête molle quand même, qui devient finalement un des seconds rôles de la comédie française que j'aime beaucoup voir. Ah oui. On se dit, le film est nul, il y a Vincent Dezania, et ben en fait ça peut pas être si nul que ça, parce que finalement quand on le voit, on est toujours content de le voir. Il a une voix étonnante, il joue jamais vraiment dans le ton, mais toujours bien. Donc voilà, moi j'étais un plaisir de le voir faire des bêtises. Son corps, il a un peu le corps un peu de Ramsey. Ouais, c'est ça exactement. Un corps un peu burlesque. Exactement, ouais. Qui marche bien, donc voilà. Après c'est vrai que c'est juste... Michael Youn, je regarde ses films parce que c'est le sosie d'un de mes meilleurs copains de Felplus, donc du coup je suis très content de le voir qui fait des conneries. Et je signale que dans un second rôle il y a Manon Azem. Mais qui est Manon Azem? Manon Azem, vous avez pu la voir dans Gangsterdam de Romain Lévy, mais c'est surtout la voix française de Emma Watson dans la saga des Harry Potter. Et oui, petit point info, donc voilà, petit casting aussi de second rôle, donc assez sympathique, même si quand même je trouve un peu léger, les gags sur les vieux qui prennent de la drogue. Il y a aussi une bande de loupards et une bande de gitans, avec notamment Sébastien Chabal et pas Moscato, Jérôme Le Banner, voilà. Donc ils jouent des gros débiles qui passent dans le coin. Donc pareil, t'es content de les voir, ils font pas grand chose, ils prennent un accent débile de gitan, parce qu'apparemment c'est comme ça que parlent les gitans d'après Michael Youn. Je pense que sa référence pour le monde des gitans, c'est le Snatch de Guy Ritchie, donc évidemment ils vont essayer de refaire un petit peu les mêmes choses. Donc voilà, un genre de gloubi-boulga et un agrégat d'influence mal digéré pour un film un peu soft, mais avec des gags qui fonctionnent. Voilà, peut-être qu'on reparlera de d'autres comédies françaises, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent là, en tout cas pour cette année, ça promet d'être quand même une belle année. Donc voilà, Michael Youn, c'était pour faire un petit peu le point sur cet être Michael Youn qui aussi entre le drama qui ne lui réussit pas en termes de box-office et la comédie qui lui réussit aussi rarement maintenant en termes de box-office, parce que Divorce Club, son dernier film comme metteur en scène, qui était déjà quand même pas bien, assez bien planté, mais en même temps il mettait en scène Arnaud Ducret qui est un acteur absolument lamentable avec zéro talent comique. Mais là, Michael, tu devrais continuer à jouer dans tes propres films, ça te réussit beaucoup mieux. Voilà. Donc BDE de Michael Youn, disponible sur Amazon Prime et sur toutes les autres plateformes où vous savez. On va passer au coup de cœur. Tout à coup, Jean-Michel Mimosé... C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette... C'est vraiment la plus grande merde des merdes. On a bien rigolé. Oui. Voilà, on a bien rigolé. Les coups de cœur, carrément Florent. Oui, alors je change complètement de registre. On va aller vers la mélancolie, voire carrément la tristesse. Avec tout d'abord un film. Donc j'ai rattrapé Le Drunk de Thomas Vinterberg. On en avait parlé ici. Et je trouve que c'est un film d'une rare justesse entre poésie et mélancolie sur ce que c'est boire de l'alcool. Donc voilà. Boire trop d'alcool. Boire trop d'alcool. Mais voilà, un film qui raconte énormément de choses sur la société danoise, sur le rapport à l'alcool, sur la crise de la quarantaine, sur... Ah, ça te parle tout ça. Peut-être. Voilà.
Donc voilà. Et puis voilà, on va pas se mentir. Mads Mikkelsen. Voilà. Il est fort. Hein. Ouais, il est beau, il est fort. C'est quelque chose. Dans ce film-là, c'est quelque chose. Et on est tous jaloux. Hein. Ouais. Et pour aller encore plus loin un petit peu dans la dépression, parce que voilà. Drunk est un film en même temps joyeux, mais en même temps c'est quand même triste. Mais on va aller encore plus loin dans la tristesse avec de la musique. C'est ma période de dépressif and suicidal black metal. J'aime ça. C'est le mois de février. Hein, voilà. Donc je signale que Auster, donc un de mes coups de cœur du mois de janvier, vient de sortir un nouvel album. Je vous encourage bien entendu à écouter ça. Et un autre groupe qui vient également d'Australie, parce que voilà, pourquoi pas. Un one man band, ça s'appelle Woods of Desolation. Ils ont sorti un album en 2022. Donc il a sorti du coup, parce qu'il a one man. Donc voilà, c'est hallucinant. Moi, je suis schizophrène. Man. Voilà, c'est totalement hallucinant. Tout est largement écoutable dans la discographie de ce groupe. On a juste 5 minutes. Je prends la disco devant moi. Voilà, à partir de Torn Beyond Reason, As the Stars et The Falling Tide. Voilà, ça. Rien que les titres puent la santé. Ouais, hein, mais voilà, c'est absolument, c'est d'une violence inouïe, c'est absolument magnifique. Donc voilà, Woods of Desolation. Eh bien, on va rester dans la mélancolie et l'alcoolisme avec un documentaire pour moi de Lionel Rogazine de 1956, On the Bowery. Oh putain, oui. Voilà, film semi-documentaire fictionnalisant absolument merveilleux sur les quartiers défavorisés de l'Est de Manhattan à la frontière avec le pont de Brooklyn. Donc voilà, sur la désolation, sur les quartiers en train de mourir et sur l'alcoolisme forcené que ces vies totalement délaissées par la mairie et par l'État américain créent justement, et comment une spirale de l'alcool va détruire un jeune homme qui arrive là. Un film merveilleux. Ah oui. Un grand classique du documentaire. Exactement. Ouais. Et sinon, dans un tout autre genre, c'est le documentaire de Sarah Doza qui était sorti l'année dernière sur les époux Kraft. On avait parlé du film de Werner Herzog sur le couple de vulcanologues. Sorti à peu près au même moment, c'est le Fire of Love qu'elle a réalisé. Magnifique documentaire, très complémentaire du film de Herzog, puisque ça prend des directions vraiment différentes. Là où Herzog en profitait aussi pour faire une réflexion sur son propre cinéma et sur la puissance des images de nature et la force de création qu'on a face à des événements pareils. Elle en tire un documentaire et un portrait plus intime du couple et qui est absolument bouleversant aussi. Donc voilà, à voir et à revoir, c'est absolument merveilleux. Tu as trouvé ça où ? J'ai trouvé ça sur Internet. Tu as trouvé ça en Albanie. Oui, exactement. Et dans un tout autre genre, pour finir, parce que j'ai revu ce week-end en concert Napalm Death et c'est toujours merveilleux, j'ai pris énormément de plaisir. Barnet, quel héros, quel homme, on a envie d'être comme lui et c'est toujours une musique à écouter et à réécouter et à voir en live, c'est un bonheur absolu. Donc voilà, on va s'arrêter là. Merci beaucoup Valentin, la mise en son de cette émission, merci Thibaut. On se retrouve la semaine prochaine, donc pour parler de Steven Spielberg. Prochaine émission, prochaine édition. À ciao, bonsoir. Salut.